Bienvenue sur Together Women Rise, le podcast qui met en lumière les parcours de femmes qui se sont hissées à des postes de direction. Je suis Cécile Meunier, votre hôte, et dans chaque épisode, nos invités partagent les défis qu'elles ont affrontés et surmontés en tant que femmes et leaders. Plutôt qu'une recette universelle de réussite, je vous invite à créer la vôtre, en apprenant des expériences de celles qui ont déjà parcouru ce chemin. Vous entendrez des récits sincères et des conseils concrets pour guider votre carrière et votre vie personnelle. Que vous visiez une promotion, cherchiez de l'inspiration ou ayez simplement besoin de vous rappeler que vous n'êtes pas seul, Together Women Rise est votre espace pour rêver, oser et grandir. Bonjour Candice et bienvenue sur Together Women Rise. Je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, Candice, tu es Head of HR chez Poulet & Co. Donc, Poulet & Co fait partie du groupe Quintet, qui est un groupe de banques privées européennes. Et après plus de 15 ans d'expérience dans l'opérationnel, tu es maintenant donc Head of HR. Et tu sais, quand j'ai vu ton profil, ça m'a fait penser, il y a quand même maintenant plusieurs années, quand j'étais en école de commerce, mon prof de RH, qui était, je pense, ex-DRH, parce que je le vois vieux, donc je pense qu'il ne travaillait plus. Mais maintenant que je vieillis, je me dis, si ça se trouve... Jeune quarantenaire. Non, il avait quand même beaucoup de cheveux gris. Il avait l'air plus âgé que mes parents, donc je pense qu'il avait plutôt quand même 60 ans. Et à l'époque, en France, 60 ans, tu étais à la retraite, normalement. Donc, c'était un ancien DRH du groupe L'Oréal. Et il nous avait dit, pour être un bon RH, c'est important d'avoir d'abord travaillé dans les différents départements, d'avoir été dans l'opérationnel pour comprendre les dynamiques, pour comprendre vraiment, finalement, comment fonctionne un business et être capable, après, de faire des stratégies et de prévoir le marché va avoir besoin de quoi et comment je fais évoluer, finalement, ma masse salariale pour répondre aux problématiques qui vont venir ou aux problématiques actuelles. Et donc, quand j'ai vu ton profil, je me suis dit, top. Elle correspond totalement au conseil de mon prof RH en école de commerce. Je suis contente parce que pour moi, c'est important le côté finalement d'avoir été dans l'action, comme on dit, d'avoir eu le nez dans le cambouis et de ne pas rester dans la théorie, mais de comprendre quand on demande à tous les managers, à tous les directeurs d'agir d'une certaine manière, en fait, de l'avoir vécu soi-même. Et donc, on sait ce que c'est. Je voulais te le dire, que tu m'as fait repenser à mon professeur de RH. Magnifique. Mais bon, maintenant, passons plutôt à une présentation beaucoup plus personnelle à travers 3 symboles. Et 3 symboles qui vont représenter à la fois la leaduse que tu es et aussi la femme que tu es. Alors, quel symbole as-tu choisi ? Peut-être on peut démarrer par le premier. Alors, j'ai apporté 3 objets. Et donc, la première, c'est une petite poupée japonaise qui s'appelle une Daruma. Et donc, c'est une poupée qui a 2 yeux vides. Et on doit remplir le première pupille de l'œil quand on a imaginé le projet qu'on veut mettre en place et qu'on l'a formulé dans sa tête. Et on pose la poupée qui regarde d'un air très culpabilisant jusqu'à ce que le projet soit fini. Et à ce moment-là, on peut remplir le 2e œil. Et donc, tu remarqueras que ma petite poupée ici n'a qu'un seul œil rempli. Donc, c'est-à-dire que mon projet est toujours en cours. Et en fait, c'est un symbole qu'une coach de carrière m'avait conseillé. Et donc maintenant j'ai toute une collection de petites poupées qui attendent ou qui sont déjà accomplies, et je trouvais que c'était une belle façon de concrétiser son plan et de d'abord se le formuler pour soi, de mettre une date de début par rapport à un projet et surtout une date de fin et de pouvoir le célébrer. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose que j'essaie d'apporter aussi dans mon travail tous les jours, d'aider les gens à formuler leur plan, qui doit être vraiment intrinsèque et qui doivent eux-mêmes mettre les mots dessus et l'objectif qu'ils veulent atteindre, et d'avoir cette vue très concrète sur les projets qui sont en cours. Donc ça, c'était le premier objet. Et est-ce que c'est OK pour toi, par exemple, de nous dire cette poupée, c'est quel projet Alors, cette poupée-ci en particulier, c'est un projet à titre personnel, donc c'est pas professionnel. C'est dans le cadre d'une activité que j'ai par ailleurs qui est artistique, et donc c'est pour un des projets musicaux que j'ai qui est en attente d'accomplissement. Et tu as une deadline ? Alors, j'ai pas de deadline. Et ça, je pense que ça fait partie aussi de la philosophie de cette poupée, c'est que on peut s'imaginer un plan avec une deadline, mais c'est pas une obligation pour éviter d'avoir non plus le concept de l'échec derrière la poupée, et que quelque part le possible est toujours là. Aujourd'hui, tu as combien de poupées ? Alors aujourd'hui, j'ai 3 poupées. Une terminée et 2 en cours. Ok, super, super. Non, parce que je me dis que c'est super aussi de se choisir des projets
on va dire, qui peut être accompli assez rapidement, parce qu'on se met souvent des projets long terme, un peu des big, on attend les gros succès, mais du coup, on ne célèbre pas les petites victoires. Exactement. Et Mélanie, c'est effectivement, si tous les matins, quand on va aller se préparer, imaginons sa penderie, qu'on trouve ses poupées et que la moitié sont déjà terminées, à chaque fois, on se rappelle que... Voilà, c'est un petit boost de motivation. Exactement. Ouais. Et c'est un super cadeau à faire à quelqu'un aussi qui est en recherche et en réflexion. J'en ai déjà offert plusieurs autour de moi pour des personnes qui disent « Ah, ça m'a vraiment permis à mettre quelque chose de très physique sur mon projet. » Et tu les achètes... Ça s'achète un peu partout, online, dans des magasins. Oui, t'es pas allé au Japon. Non, ça fait partie d'une totale c'est très initiation. éco-friendly aussi. Je suppose qu'on peut même faire sa propre poupée si on a des dons artistiques plastiques. Ok, donc, super. Donc déjà, ça nous montre que chez toi, il y a ce côté comme les challenges. Oui, et les réalisations concrètes. Et garder un peu comme un dashboard, te rappeler tous les jours, tiens, j'ai ça en vision, ton étoile polaire qui te donne la direction de ta vie. Absolument. Donc, voilà. Et puis c'est un bel objet, c'est coloré, c'est motivant. Donc voilà. Super. Alors le deuxième, ce sont des blocs de Lego. Que j'ai piqué à mes enfants par ailleurs. Et la raison pour laquelle j'ai utilisé les blocs de Lego, c'est parce que, et on en parlera certainement tout à l'heure, je trouve que dans un trajet de vie et sur une carrière opérationnelle, comme on disait, on acquiert beaucoup de blocs. Et en fait, il ne faut pas hésiter à réarranger les blocs et, pour faire des nouvelles créations et des nouvelles réalisations. Parfois, on en met de côté pendant un moment, mais on les reprendra plus tard, etc. Et je trouvais que c'était une façon assez, de nouveau, concrète et physique de démontrer la construction qu'on peut avoir de toutes ces compétences qu'on acquiert à travers une carrière. Et que j'invite chacun à repenser ses blocs, en fait. Et c'est des discussions que j'ai beaucoup avec mes collègues qui sont en analyse de qu'est-ce qu'ils pourraient faire après, et beaucoup... de choix qui sont guidés par la peur et par l'abandon de certaines compétences. Et j'essaye vraiment de leur montrer qu'il y a très peu d'abandon en fait, dans la vie, parce qu'on apporte toujours quelque chose avec des perspectives du passé qu'on peut avoir et qui permettent de construire quelque chose de très nuancé. Donc c'est vraiment représenter finalement qu'on a plein d'acquis, et c'est plutôt changer son regard par rapport à ces acquis pour les utiliser autrement. Exactement. Et au lieu d'avoir une vision de perte, je vais plus utiliser comme j'avais l'habitude de faire, donc ça veut dire qu'en fait, il faut que je jette, quoi. Voilà, exactement. Et d'oser déconstruire pour reconstruire. Ça, je pense que c'est un élément important. Ouais. Top. Voilà. Et le troisième... alors, attends. Est-ce que toi, dans ta carrière, justement, tu as eu des moments où tu as déconstruit ? Totalement. Combien de fois J'ai eu 2 ou 3 moments. En fait, je suis juriste de formation et donc j'ai fait le barreau quand j'ai commencé avec le track le plus habituel et ambitieux d'une jeune juriste qui commence. J'étais dans un grand cabinet international. J'ai fait 4 ans dans vraiment le mad track des gros cabinets d'affaires. Et quand j'ai quitté le barreau pour aller en banque privée en tant que juriste d'entreprise, j'avais l'impression de jeter 5 ans d'investissement entre les études spécialisées que j'avais faites, les années acharnées à travailler jusqu'à pas d'heure au niveau du barreau, en me disant mais en fait j'ai fait tout ça pour rien. Et ça a été très très difficile comme réflexion. Je voulais avoir un meilleur équilibre de vie, je voulais avoir du temps pour autre chose, de nourrir d'autres passions que j'avais par ailleurs, mais j'avais vraiment l'impression d'abandonner quelque chose. Et en fait je me rends compte que ces années étaient hyper formatrices, que ça m'a donné énormément de discipline et je l'utilise encore aujourd'hui. Tout ce que j'ai appris sur ces 5 ans, même si je fais plus de la fiscalité hyper pointue, en fait, ça m'apporte encore aujourd'hui plein de choses que je n'aurais jamais eues si j'étais pas passée par cette étape-là. Et donc, mes blocs de Lego, ils sont toujours là. Ils sont juste à la base un peu plus cachés qu'avant, mais ils sont toujours là. Donc, Ok, chouette exemple. Et comme quoi, parfois, c'est rétrospectivement qu'on se rend compte qu'il y avait ces petits blocs qui sont aujourd'hui super utiles et qu'on a une impression, voilà, il y a eu une période de deuil, comme tu as l'air de dire. Et une fois que le deuil est passé, une fois qu'on a repris finalement confiance dans son nouveau job, on se rend compte de vraiment tout ce qu'on utilise qui était déjà à l'intérieur de nous, quoi. Et qu'on célèbre les acquis avec un regard nouveau. Ça, je pense que c'est important aussi de le voir comme ça. Donc, génial.
Alors, allez, le troisième. Le troisième, il sera pour toi après. Ouais. Mais donc, c'est un chocotoff. Et donc, tous mes collaborateurs ou mes collègues qui ont l'habitude de travailler avec moi savent que dans mon bureau, il y a toujours un bol de chocotoff. Alors, décrivons le chocotoff parce que on l'appelle culturel. Mi-choco en français. Un mi-choco, ok. Un mi-choco, donc le caramel enrobé de chocolat. C'est un caramel très collant, oui. Enrobé de chocolat, qui est un peu amer à l'extérieur, mais très sucré à l'intérieur. Et donc, en fait, ça a toujours été, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai toujours eu des chocotoffs dans mon bureau. Okay. Et en fait, je trouve que ça favorise énormément les bonnes conversations. D'abord, ça rapproche, parce qu'il y a un côté très nostalgique, un peu Madeleine de Proust. Ouais. Oh, t'as des chocotoffs. Ouais. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi, le fait que ça colle aux dents permet de réfléchir avant de parler. Ah, il y a un moment, t'es bloqué. Et en fait, ça dédramatise aussi certaines conversations, d'avoir cette espèce de référentiel commun, un peu humoristique, etc. Et puis bon, du chocolat, ça fait toujours du bien. Oui, et puis alors si les deux se mettent à manger en même temps, exactement. C'est un peu comme si tout d'un coup, tu avais un bout de salade sur la dent, ou finalement, on fait, oui, bon, bah là, tu perds toute prestance un peu d'arrogance. Là, c'est plus possible. Exactement. Chacun est au même niveau, là. Ouais. Ça, c'est mon petit... Ok. Donc, c'est un peu ton brise-glace. Aussi, oui, tout à fait. Et puis, c'est mon brise-glace. C'est une façon aussi d'avoir des gens qui passent me voir. Ah tiens, je voulais juste te poser une question. Hop, je chope un chocotoff. Donc, ouais, non, ça a plein d'utilité et c'est très, très bon. Donc, voilà. Voilà, le chocolat, on sait que c'est bon, effectivement, pour la santé. Plein de magnésium. Oui, voilà. Pour le moral aussi, c'est ça. Ok, bah, merci. Donc déjà, on voit qu'il y a une partie en toi challenge, mais aussi vraiment de concrétiser ses projets, aller se servir de ses ressources avec les blocs de Lego, donc aller voir à l'intérieur de soi comment je peux m'en servir, donc aller voir le positif déjà de tous les acquis. Et puis, on sent qu'il y a aussi un besoin de connexion, parce que ces chocotoffs, finalement, c'est pour fluidifier la relation avec l'autre. Tout à fait. Donc voilà moi ce que j'en ressors de tes un petit côté ludique aussi. Oui, c'est vrai. On est assis dans du jeu et dans du bonbon. Voilà. Ouais. On garde un côté enfantin dans le sens joie, expérimentation, quoi. Exactement. Génial. Et alors, pour encore mieux te connaître, si c'est OK pour toi, est-ce que tu peux nous partager quel a été ton plus grand défi professionnel jusqu'à maintenant ? Alors, je pense que mon plus grand défi professionnel, il est un peu dans la continuité du deuil dont on parlait tout à l'heure quand j'ai quitté le barreau. Malgré tout, j'ai continué à construire sur mes compétences techniques pendant assez longtemps dans ma carrière. Donc, j'ai fait 4 ans de barreau, puis je suis devenue juriste d'entreprise, où je restais dans tout ce que j'avais appris, même si c'était peut-être un petit peu moins spécialisé que la fiscalité, mais ça restait dans le framework de tout ce qui était juridique, régulatoire. Et donc, j'ai repris d'autres départements qui étaient en parallèle sur ce même genre de compétences, que ça soit du risk management ou la compliance, ça restait quand même très, très... donc, rester sur ton expertise. Très, très sec, etc. Ouais. Et puis, en fin 2020, on a fusionné Pulatco, qui était une entité juridique propre, avec la maison mère au Luxembourg, et c'était devenu une succursale. Et on a... redistribuer un peu toutes les tâches au niveau du comité de direction et j'ai pris un rôle qui était alors beaucoup plus opérationnel, stratégique, et je me suis retrouvée pour la première fois de ma vie pas experte dans le domaine dont j'étais responsable. Et ça a été vraiment un grand changement où j'avais continué à construire sur mes compétences techniques jusqu'à ce que je sois dans un rôle stratégique par rapport à ces compétences-là, mais où j'avais toujours un droit de regard assez, je l'avoue, très micro-manager sur ce qui était fait dans les équipes, parce que c'était une compétence que j'avais continué à absorber. D'ailleurs, à chaque fois qu'on me donnait un département supplémentaire, je passais d'abord du temps à essayer de maîtriser la matière avant de gérer l'équipe. Et à ce moment-là, j'ai dû vraiment de nouveau abandonner toutes les compétences techniques qui étaient chez moi avant, qui étaient dans ce domaine très spécifique. Et je me suis retrouvée responsable d'équipe qui avaient eux-mêmes des dirigeants qui étaient excessivement bons dans ce qu'ils faisaient. Ouais. Et où moi, j'étais franchement pas bonne. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas une compétence technique qu'on attendait de moi dans ce rôle-là. C'était une compétence stratégique, c'était une compétence de vision, c'était une compétence de gestion des ressources, d'arbitrage de priorités. Et là, j'ai eu un déclic. Mais ça a été un déclic qui a été difficile à digérer et difficile à surmonter. Donc ça, c'était un des plus gros défis que j'ai fait. C'est vraiment lâcher
me... Oui, changer de mindset opérationnel à un mindset stratégique et exécutif. Tout à fait. Et ça a été vraiment... bon, j'ai été très bien épaulée parce que justement, j'avais des équipes très compétentes qui travaillaient avec moi. Mais c'est un positionnement qui n'est pas facile non plus de s'imposer en tant que leader sur des matières qu'on ne maîtrise pas si ce n'est pas le mode qu'on a construit jusque-là. Il faut alors développer d'autres leadership skills que... Ça allait redéfinir finalement son identité. Parce aussi. que tout sur quoi tu te basais jusqu'à présent, ton expertise, où tu disais, bon ben voilà, j'assois ma crédibilité par rapport à toute cette expertise que ça fait plus de 10 ans. Tout d'un coup, paf, on me met encore plus haut. Et là, j'ai pas 10 ans auxquels je peux aller montrer. Exactement, c'est vraiment une question de crédibilité. C'est vraiment là-dessus qu'il faut alors chercher sa crédibilité dans d'autres nuances. Et là, il y a un peu d'introspection quand même qui est nécessaire. Et ce que j'aime bien, j'ai déjà entendu d'autres personnes avec qui j'ai échangé, je trouve que c'est vrai, c'est si on t'a donné ce poste-là, finalement, si on se remet en mode... quelque part un peu humble, de se dire mince, je suis pas à la hauteur, là, imposteur syndrome qui arrive, c'est de dire mais attends, qui je suis pour remettre en question finalement leurs décisions. Aussi, ouais. Faut déjà avoir une certaine dose de recul pour pouvoir se faire ce genre de réflexion, mais oui, en effet. Après coup, tu vois, ça peut dire mais en fait, attends, s'ils ont pris cette décision, ils sont basés sur quoi, eux? S'ils sont pas débiles, s'ils me donnent autant de responsabilités, ils vont pas la donner à quelqu'un qui pense qu'il va pas être à la hauteur. Donc finalement, quand je me dis que moi je suis pas à la hauteur, ça veut dire que je décrédibilise donc j'ai pas confiance dans d'autres personnes qui ont donné ce job. Et ça permet d'arrêter de se regarder finalement ses peurs et d'aller voir le regard extérieur sur nous et de se dire mais attends, en fait, on croit en moi. C'est une belle réponse au syndrome de l'imposteur, c'est bien. Je retiens. Je partagerai aussi là-dessus. Et qu'est-ce que tu as appris et comment tu t'en sers aujourd'hui? Alors, je pense que ce que j'ai appris, c'est trouver de la crédibilité dans d'autres nuances. Et là, c'est vraiment un travail que j'ai fait, aidé de beaucoup de ressources différentes, mais de mieux comprendre qu'on attend certaines choses de moi qui sont différentes selon les moments, selon les dossiers, alors qu'avant, j'avais un peu une façon très unique et univoque de faire mon travail. Alors qu'il faut, je pense, développer vraiment une palette de compétences. Est-ce que tu peux nous donner un exemple vraiment concret parfois, il faut avoir de l'écoute et de l'empathie. Parfois, il faut savoir trancher et prendre des décisions difficiles. Parfois, il faut avoir de l'humour. Parfois, il faut avoir du lâcher-prise. Parfois, il faut avoir de la prise de position. Donc, je pense que c'est vraiment là qu'on se rend compte qu'au-delà de la compétence technique, un leader est attendu au tournant sur plein de choses différentes. Et on ne peut pas toujours avoir la même réaction. Parce que sinon, on a des réactions qui sont inadéquates dans 85% des cas. Quoi. Le côté soft skills, finalement, qui est vraiment de manager le people, qui n'a rien à voir en fait, avec les compétences techniques. Oui, et qui en fait est très très délicat. Et qu'il faut adapter et être extrêmement agile et flexible selon les personnes avec qui on a affaire, selon la matière du dossier, selon les contraintes externes qu'il peut y avoir. Et puis selon comment on se sent aussi, ce jour-là. Aussi, oui. Avoir l'honnêteté de se dire, attends, là, c'est pas un bon jour, je vais être super chiante. Mais je pense que ça, c'est aussi un élément, c'est de bien se connaître et d'être respectueux de son propre baromètre. Et d'adapter aussi... alors, parfois, on n'a pas le choix, il y a des deadlines, et cette conversation-là, elle doit quand même avoir lieu cet après-midi-là, même si on a eu une nuit difficile ou une nouvelle difficile le matin. Mais je pense que ça, c'est aussi quelque chose auquel on peut être plus attentif en tant que leader, c'est d'être plus connecté avec son propre état émotionnel, et de jouer avec ça et de dire ok, aujourd'hui j'ai une bonne énergie par rapport à ça, j'avais peut-être prévu de le faire demain, mais je vais le faire maintenant parce que c'est maintenant que je le sens et que je vais être le plus impactful par rapport au dossier parce que j'ai l'énergie qui est adéquate ou de se dire j'avais prévu de faire ça aujourd'hui mais là ça va vraiment pas être le moment adéquat et je vais rechanger un petit peu l'organisation pour que je puisse être plus présent au moment où c'est nécessaire. Ce que j'aime bien aussi dans ton histoire où à la base tu as énormément mis d'énergie à vraiment grandir au niveau de technique et tu mettais toute ta crédibilité là-dessus. Je pense que c'est vraiment un travers, enfin moi aussi je l'ai eu, moi c'était dans le marketing, où tu deviens la queen of marketing, reconnue, etc. Et c'est peut-être justement parce qu'on cherche à gagner en crédibilité, qu'on va avoir tendance à tenir sur le côté technique et puis qu'en plus on voit que ça marche, c'est-à-dire qu'on est bon. Donc du coup si on a
si on a le feedback comme quoi ça va dans le bon sens, on va encore plus dans ce sens-là. Je pense que c'est vraiment une des erreurs qu'on peut faire souvent. Et une chose que j'avais vue dans une ancienne entreprise où j'ai travaillé, et je trouvais que c'était bien, ils proposaient, quand ils voyaient qu'on grandissait, de soit prendre le track technique, soit prendre le track management. Et vraiment, en technique, on pouvait vraiment avoir des augmentations de salaire et avoir la même reconnaissance. Parce que souvent, dans la plupart des entreprises, en fait... Le seul moyen de monter, c'est de prendre une équipe en main. Voilà. Or, on ne va pas se cacher, tout le monde n'est pas fait pour ou même n'a pas envie. Sauf qu'on peut aussi quand même avoir de l'ambition. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve à être manager. Alors qu'en fait, on serait un excellent super technicien qui va être très bon à aller aider les juniors à augmenter leurs compétences, mais qui va pas être bon à justement bien se connaître et décider de dire aujourd'hui je sens que c'est pas le moment, qu'il faut que j'aille motiver les gens parce que moi-même je suis pas assez motivée, ce genre de choses. Et ça, c'est encore très très rare, je pense, dans les entreprises. Je pense que c'est essentiel. Et ça, on y réfléchit beaucoup aussi chez Pilatco et chez Quintet dans son ensemble. C'est de s'assurer que les trajets de carrière permettent d'avoir une reconnaissance et un sentiment d'appartenance, qu'on soit dans un track managérial ou pas. Et donc, je crois que dans beaucoup d'entreprises, ils travaillent aussi par système de grade, ou ce que nous, on appelle des corporate titles, où les corporate titles ne sont pas réservés à la ligne managériale, mais permettent d'avoir une évolution parallèle, comme tu disais. Et je pense que c'est vraiment important parce qu'on a observé dans le passé qu'il y avait des managers qui n'étaient vraiment pas à leur place, mais qui s'accrochaient comme ils pouvaient à leur poste parce que c'était le seul moyen de rester suffisamment haut dans la pyramide de la hiérarchie. Mais c'était assez destructeur et quelque part... ni bon pour eux, ni bon pour la boîte, ni bon pour les équipes, alors qu'il y a des compétences dans lesquelles ils excellaient et pour lesquelles ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils devaient faire du temps pour leur rôle managérial. Donc, on a eu plusieurs trajets de réflexion sur la formation des managers, dont un qui a eu lieu il y a presque 10 ans, je crois, chez Pilatco, et dont j'étais responsable à l'époque, c'est vraiment sous la forme d'un projet, et où on a eu un trajet de formation basé sur les neurosciences pour les managers, ce que je trouvais super intéressant. Et certains sont venus après le trajet, c'était assez conséquent, en me disant, en fait, toute réflexion faite, je veux pas être manager. Et c'était pour moi une super réussite, en fait, du programme et du trajet, en se disant, mais si ça permet de faire une prise de conscience et que les gens puissent se repositionner et trouver ce qui les excite et ce qui les motive dans la vie, c'est tout bénef pour tout le monde. Donc, et qu'ils vont avoir la reconnaissance, effectivement, et le statut, parce que souvent, il y a une idée de statut derrière tout ça. Tout à fait. Qui peut être un des axes de motivation, d'ailleurs, ce qui nous permet, ce qui nous permet de faire la transition sur notre sujet principal, qui est donc, comment réussir à motiver et garder motivés ses collaborateurs, à la fois quand on est manager, on va vraiment voir ça, et donc chacun a ses propres leviers à l'intérieur de lui-même. Pour en citer déjà quelques-uns, on a par exemple l'appartenance, donc là essayer de se sentir que à travers les projets, qu'on fait partie de l'entreprise, qu'on fait partie de l'équipe, qui est très important. D'autres, ça va être vraiment la reconnaissance, et quand je parle de reconnaissance, c'est pas forcément que monétaire, non monétaire, ou ça peut être le développement, c'est-à-dire que développement de carrière ou développement d'apprendre, de continuer à s'enrichir et de sentir qu'on monte toujours en compétences. Et ça peut être aussi peut-être un développement plutôt de statut, qu'on monte dans la grille ou dans la pyramide. Est-ce que tu vois d'autres leviers ? Je pense qu'il y en a un qui est peut-être moins avouable parce que moins reconnu dans la société, qui est plus justement sur le paraître, etc., mais qui est aussi l'équilibre. Et je pense que ce critère de motivation-là, il n'est pas souvent discuté parce qu'il semble très passif, mais moi j'en suis de plus en plus convaincue que la motivation professionnelle, elle peut aussi venir du fait d'avoir un équilibre de vie qui permet de nourrir d'autres passions ou d'autres éléments dans sa vie qui dépasse le professionnel. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut honorer aussi en tant qu'employeur et que tout le monde n'a pas une envie de développement fulgurant et de tous devenir CEO dans 25 ans. Et je pense que c'est pas facile parce que justement ça a l'air très passif comme motivation et que l'équilibre de chacun est très variable. Mais c'est une belle piste à explorer aussi avec les collègues. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement derrière l'équilibre, c'est d'aller nourrir les autres valeurs du collaborateur qui
est en dehors du travail. Oui, tout à fait. Et de le respecter et de le voir comme quelque chose de valable et à soutenir aussi en tant qu'employeur. On parle beaucoup de work-life balance, mais souvent l'angle est de dire work-life balance pour que tu performes bien par ailleurs au bureau. Mais je pense qu'il y a vraiment un souci aussi qui peut faire partie du rôle de l'employeur de est-ce que mon collaborateur se sent bien ? Et en termes de, ça a plein d'implications en termes de santé, en termes de réalisation de soi, d'entraide, etc., qui peut être nourri aussi par l'employeur. C'est sûr que là, quand je t'entends, pour moi, ça ouvre une énorme porte qui est de savoir, et on en parle de plus en plus, finalement, cette porosité entre la vie privée et la vie professionnelle. Finalement, quand on va traverser un divorce, il y a peu de chances que ça soit le moment où on va prendre un nouveau poste, parce que là... ça ne va pas être possible. Il y a plein de choses qui se passent dans notre vie où tout d'un coup, on a un de ses parents qui tombe vraiment malade, qu'il va falloir s'en occuper. Et en même temps, on n'est pas forcément au courant quand les personnes au bureau. Et puis, on ne peut pas forcément non plus le communiquer au sein de l'entreprise. Mais c'est équilibre, ça va être celui qui veut en même temps monter un projet qui lui tient à cœur, qui n'a rien à voir effectivement artistique ou dans le sport. Et quelque part, c'est d'aller chercher à comprendre l'entièreté de la personnalité et des envies de la personne pour pouvoir l'accompagner au mieux et donc ne plus avoir une vision seulement comment il peut être un collaborateur pour mon entreprise, mais comment je l'aide à faire ses poupées japonaises, finalement. Oui, exactement, c'est ça. Non, c'est tout à fait ça, et je pense que ça, c'est vraiment l'élément humain qu'il y a dans le concept des ressources humaines, c'est de faire un accompagnement des personnes, et les personnes sont des personnes complexes et pas juste un élément de l'organigramme de l'entreprise. Comment tu le vois concrètement ? Parce que moi, en théorie, j'adore le concept, mais je me dis, c'est quand même... C'est dur. Enfin, comment tu peux être au courant de tout sans tomber dans de l'inquisition ? Je pense que c'est une question de relation de confiance qui se construit et un niveau de transparence qui est donné ou pas par les collaborateurs. Moi, il y a des collaborateurs qui se confient plus que d'autres et je respecte aussi le niveau qu'ils veulent partager parce que de nouveau, ça fait partie de leur équilibre. Il y a certaines personnes qui font une distinction extrêmement nette entre la vie du travail et la vie à la maison. Et c'est pas le rôle de l'employeur d'aller, comme tu dis, l'inquisition espagnole, d'aller chercher les informations, mais c'est de l'accueillir et de créer un espace qui est suffisamment ouvert pour que ceux qui veulent le partager et quelque part qui demandent un accompagnement un peu bienveillant et parallèle aient l'occasion de le faire. Et je pense que ça ne marche pas dans toutes les structures. Nous, on a la chance chez Pulatco d'avoir une structure relativement petite. En Belgique, on est 170, 180. Ça me permet de créer cette relation de confiance. On serait une entreprise de 5000 personnes, je ne pourrais pas me targuer de dire je connais la vie privée de chacun. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi la richesse de la relation employeur-employé, c'est de pouvoir donner la place à ça, pour ceux qui le souhaitent, sans le forcer. Et je me dis, plus tu as de programmes qui vont répondre aux différentes situations, on va dire familiales, plus on peut se dire, c'est bon, je peux parler de mon besoin, puisqu'il y a une solution. Oui. Alors que c'est vrai que s'il n'y a rien, par exemple, je pense aux femmes qui ont accouché, qui ont un problème de trouver une crèche. En fait, elles se disent, de toute façon, je suis face à mon problème toute seule, à trouver une crèche. Alors que s'il y a une crèche dans l'entreprise, là, elles mettent l'enfant à crèche dans l'entreprise et elles ne vont pas se dire, tiens, il y en a une autre qui est enceinte, est-ce qu'on n'aurait pas milité de dire, tiens, est-ce qu'il y a d'autres entreprises dans le quartier à essayer de créer une crèche de plusieurs entreprises, par exemple. Oui, alors de nouveau en toute proportion, parce que l'employeur ne peut pas se prendre tout en charge non plus, mais je pense que c'est aussi d'être suffisamment attentif pour aider à la réflexion. Si on n'a pas toujours la solution à proposer, mais de montrer suffisamment de flexibilité dans les cas où il y a des coups durs et où ça peut être nécessaire pour trouver un bon équilibre, mais avec les approches aussi il faut être juste, il faut être proportionné, et il faut que la solution proposée puisse potentiellement s'appliquer à un grand nombre de personnes s'ils sont tous en train de demander la même exception. Donc ça, c'est un peu l'équilibre aussi. Faire un nombre minimum pour que ça soit rentable. Voilà. Et comment tu t'y prends ? Donc là, je comprends que c'est à travers plutôt le dialogue, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que tu utilises pour identifier ce qui motive pour moi, différents membres de ton équipe ? Le manager, pour ça, a un rôle super important. Je pense que en tant que département ressources humaines, on est un angle d'attaque ou un lieu de discussion ou d'identification des besoins. Mais le manager, il est censé être beaucoup plus proche de ses équipes, beaucoup plus à l'écoute. Et je pense que ça fait intrinsèquement partie de son rôle aussi d'identifier ce genre de choses,
par le verbal, mais aussi par tout le non-verbal qu'il peut observer dans ses équipes au jour le jour. Et ce n'est pas le cas des ressources humaines. On ne passe pas notre vie assis sur tous les plateaux opérationnels parce que bon, c'est pas se décupler non plus. Et moi, je compte énormément en fait, sur cette relation manager-ressources humaines pour avoir ces relais sur le terrain et qui peuvent dire, voilà, sache que dans mon équipe, il y a telle problématique pour le moment, il faut être attentif à ça, ce serait peut-être bien que tu en discutes, mais qu'on ait ce partage d'informations. Et parfois... il y a certains sujets qui sont délicats à discuter avec sa ligne managériale directe parce que, je sais pas, on a envie de bouger et on se dit si je le dis à mon manager actuel, il risque de mal le prendre. Et donc, c'est important de savoir quels sont les différents modes de communication qu'on peut développer au sein de l'entreprise pour qu'il y ait plusieurs canaux et que, de nouveau, l'employé puisse choisir celui dans lequel il a le plus confiance de se confier. Mais le manager est le relais le plus présent et le plus proche du collaborateur pour pouvoir identifier les variations et certaines tendances, etc. Donc, Et toi-même, du coup, par rapport à tes équipes, actuellement, comment tu fais pour identifier ce qui motive chacun ? Alors moi, l'avantage pour le moment, c'est que j'ai des équipes qui sont plus réduites que dans le passé, donc j'ai plus d'occasions d'avoir des discussions one-to-one avec chacun. Et je pense que ça, c'est très important de nouveau pour créer le lien. Et puis, je partage énormément d'informations qui ne sont pas directement utiles. Ça, je pense que c'est aussi un angle qui est vachement intéressant. C'est de permettre à chacun de mieux comprendre leur place dans l'engrenage et de voir quelles sont les implications d'autres choses dans l'entreprise qui peuvent ou pas avoir une retombée sur eux à titre personnel. Et donc, quelque chose que j'ai mis en place il y a, je dirais, plus de 10 ans par rapport à mes équipes, c'est toujours faire un débrief des gros sujets de l'entreprise qui sont pas spécialement liés à mes équipes en direct, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des équipes commerciales, qu'est-ce qui se passe au niveau des chiffres, etc. Pour que eux, toujours, aient une vue sur où est-ce que je me situe, où va la boîte dans laquelle je travaille, et d'avoir cette vue très transparente de ce qui vit. Donc tu essayes un peu de les inspirer à penser, tiens, comment je pourrais être dans un autre département, ou est-ce que... Ah non, pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens, je fais partie d'un tout qui est l'entreprise, et quels sont les sujets du moment. Et pas toujours d'avoir leur perspective et leur angle et leur biais. C'est plutôt leur ouvrir l'esprit. C'est leur ouvrir l'esprit en disant, voilà, aujourd'hui, on a un projet au niveau des équipes, vous n'êtes pas dans les équipes commerciales, mais les équipes commerciales seront, elles, concentrées là-dessus, et comme ça, vous avez aussi ce développement d'empathie par rapport à vos collègues, de mieux comprendre aussi, tiens, ils sont un peu stressés pour le moment, est-ce que c'est moi ? Non, c'est parce qu'ils avaient le projet, c'est vrai, on en a parlé tout à l'heure, et donc je pense que ça permet aussi d'avoir une vue beaucoup plus large et d'aider les gens à faire des connexions. Oui. Qu'ils aient toute l'information pour mieux comprendre tout l'environnement, ce qui se joue. Oui, ou simplement de se dire, tiens, moi, en fait, je pourrais contribuer aussi à ça. On a déjà eu plusieurs fois l'occasion comme ça avec mes collègues du département communication. Par exemple, là, il y a un projet qui est mis en place. Peut-être que ce serait intéressant de voir un angle de communication avec le soutien des compétences de notre expert en communication par rapport à une équipe projet qui n'a pas spécialement ce skill-là pour partager leurs aspects plus techniques. Donc, c'est une bonne façon aussi de mettre en commun les compétences. Ok, super. Et je ne sais pas si tu es confrontée, mais de plus en plus, on a de plus en plus de managers qui sont confrontés avec d'avoir à gérer des équipes multigénérationnelles où les attentes peuvent être assez différentes. Donc là, pour tout le monde, je vais généraliser et résumer les différentes attentes de la génération Z à X. Donc la génération Z qui sort actuellement, ce qui est vraiment important pour eux, c'est la quête de sens. Ils ont aussi besoin d'autonomie et surtout une reconnaissance immédiate et régulière. On a une génération milléniale qui apprécie énormément un environnement de travail qui est collaboratif et flexible et qui demande aussi de se développer professionnellement, mais qui est demandeur d'un apprentissage continu. Donc on a moins d'autonomie, on voit moins ce besoin d'autonomie, plus de collaboration. Et puis on a une génération X, qui est ceux qui sont nés avant les années 80, qui valorise la sécurité de l'emploi, un environnement structuré, mais eux aussi ont besoin d'autonomie et d'indépendance. Donc on voit que finalement ils ont pas mal de choses en commun avec les Z, et d'être reconnus aussi par le résultat. Par contre, c'est moins grave si ça n'arrive pas immédiatement. Mais finalement, c'est là que c'est génial, parce qu'on se rend compte finalement entre les X et les Z, ils ont beaucoup de choses en commun malgré qu'ils ne le pensent pas. Et là, on se dit, donc c'est des généralités, ça ne veut pas dire que ça s'arrête à ça, mais si on couple à la fois, quand on doit gérer des équipes qui sont de différentes générations avec les différentes personnalités, parce que évidemment c'est des généralités, donc tout le monde ne va pas rentrer dans la case, on va couper avec justement les leviers de moi j'ai besoin de reconnaissance, moi j'ai besoin de développement, etc.
ça devient quand même très complexe, on va pas se le cacher. Toi, en tant que manager, je ne sais pas, est-ce que tu es face à une équipe aussi transgénérationnelle ou qui est plutôt homogène? Non, alors dans mes équipes, j'ai en effet des représentants de plusieurs piliers des différentes générations. Dans l'entreprise, certainement. Et on voit qu'en effet, on n'attaque pas de la même manière les différentes générations. Mais c'est vraiment intéressant qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui parce qu'on est en plein dans le mois de mars, qui est notre mois de l'inclusion et de la diversité chez Pulatco. Et on participe au challenge qui est organisé par Women in Finance, qui est donc l'organisation sectorielle de tout ce qui est promotion de la diversité. Et l'angle de cette année, c'est l'intergénérationnel. Donc, on a pour le moment, chaque semaine, des workshops sur ce genre de réflexion, de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut tirer profit de la variété des profils des différentes générations. Et comme tu disais, il y a la partie générationnelle qui est un peu plus sur les généralités, mais aussi les personnalités qui jouent beaucoup. Et je pense que malgré la différence d'âge qu'on avait dans les participants du workshop, on s'identifiait tous avec la génération Y, qui était un peu le middle ground entre les différents piliers. Et je pense que c'est important d'identifier les forces en fait de chacun et de voir comment est-ce qu'on peut combiner les forces pour avoir alors un résultat qui est avec une valeur ajoutée. Mais c'était justement ça qu'on avait un petit peu débattu lors du dernier workshop, c'est finalement on a pas mal d'initiatives au sein de la boîte qui permettent de mettre en commun les différentes personnes des différentes générations, comme ce que nous on appelle le duo approach dans un tandem qui est mis en place au niveau des forces commerciales avec quelqu'un qui a plus d'expérience et peut-être quelqu'un qui est plus jeune et plus dynamique, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que c'est en fait un tandem au service du client et qui apporte tant l'expertise et la compétence technique, la compétence commerciale et l'identification peut-être par rapport à des comparaisons. Et alors là, justement, comment tu motives plutôt le jeune qui a aussi un besoin d'autonomie? Alors, je pense que pour ça, la banque privée est un excellent terreau parce que les clients sont eux-mêmes un tout petit peu biaisés sur la valeur du cheveu blanc. Et donc, je pense qu'un client est rassuré de voir quelqu'un qui a une certaine expertise autour de la table, et parce que bon, les clients nous confient quand même leur patrimoine, donc c'est pas rien. Et puis on n'est pas sur la petite banque. Voilà, et donc je pense qu'il y a un niveau de crédibilité qui correspond au nombre d'années d'expérience. Mais comme je dis, le jeune apporte alors du dynamisme dans la relation, et on parlait de reconnaissance immédiate, a tout de suite un rôle à jouer dans la relation avec le client. Et je pense que ça c'est très très nourrissant pour ce jeune d'être en contact avec de la clientèle et pas juste tiens, tu peux continuer à faire un peu de l'administratif le temps que tu te fasses les dents. Il est tout de suite mis dans le bain aux côtés de quelqu'un qui est expérimenté, qui peut le guider à travers la relation client. Et ça, je pense que c'est très important pour eux aussi d'avoir tout de suite cette présence. Et vous avez des feedbacks justement des différentes générations, ou c'est juste c'est nouveau, ou c'est une initiative que vous allez mettre en place? Non, ça fait déjà quelques années. Donc on a justement des tandems qui marchent très très bien et qui continuent à évoluer. Donc c'est notre duo approach qui commençait avec vraiment le junior et le senior devient un peu plus une relation médior-senior. Mais c'est beau justement de voir comment ça évolue dans la continuité, et on voit que les personnes chez qui ça avait bien marché commencent alors à recréer ce genre de tandem avec des plus jeunes qui arrivent aussi, et c'est vraiment une dynamique qu'on voit répéter, et c'est justement intéressant de voir que ça évolue dans le temps, et ça évolue de manière positive. Et c'est vrai que vous avez surtout beaucoup de sales. Est-ce que tu vois qu'il y a aussi d'autres départements où il y a aussi de l'intergénérationnel? Comment, toi, avec la casquette plutôt, toi et ton département, vous aidez ces managers qui, tout d'un coup, voient des fossés générationnels et se disent « Ah, mais là, moi, j'arrive plus à manager, là, je comprends plus rien des personnes que je dois manager ». Est-ce que vous avez déjà des initiatives pour les accompagner? Comment tu gères ça? Plusieurs initiatives. Donc, on remarque en effet qu'on a certains départements où on a une concentration de plus jeunes parce qu'on a construit un nouveau département et pour lequel on cherchait des profils assez spécifiques et plus dans le volume et qui n'avaient pas spécialement besoin d'avoir une grande expertise à la base, mais vraiment qui devaient construire le process flow, etc. Et on les voit qui interagissent avec leurs collègues plus âgés avec cet angle justement de nouvelles technologies. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très riche, c'est de voir que
il y a les personnes qui ont l'expertise et on le fait depuis 20 ans, donc on a certainement optimisé au maximum le process. Et puis ce regard nouveau qui arrive avec la jeunesse et les nouvelles générations, ils disent oui, mais est-ce que les nouvelles technologies ne pourraient pas encore apporter quelque chose dans la réflexion? Donc ça, c'est une première chose. C'est vraiment de nouveau de tirer le meilleur de chacun des profils. Mais du coup, comment tu gères ce manager qui a l'air complètement... Là, moi, qui vient vers toi, qui fait « Mais Candice, moi, j'en peux plus. Cette équipe, je les comprends pas. » Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai peu de managers qui viennent me dire qu'ils ne s'en sortent plus. Je pense qu'il y a un intérêt assez marqué de la différence. Alors là, est-ce qu'on a de la chance chez Pilatco, mais je pense que les profils sont plus intrigués que désespérés face à la différence. Et de voir justement comment est-ce qu'ils peuvent nourrir cette différence. Et ça, je pense que c'est peut-être le challenge le plus important. Et du coup, qu'est-ce que tu leur offres? Une formation ou un accompagnement ou juste une discussion avec toi pour, je pense qu'on leur donne l'occasion de faire des forums de partage. Et donc, comme je parlais des workshops dans le cadre de notre challenge sur la diversité, on a justement l'occasion de poser des questions. On a eu une question lors du dernier forum en disant quelqu'un qui était justement plutôt génération X qui disait « Mais moi, quand je parle avec quelqu'un de la génération Z, j'ai l'impression qu'ils prennent tout mal. » Pourquoi ? Et donc, il y avait les plus jeunes qui répondaient « Ah, mais nous, on n'a pas l'impression de prendre les choses mal. » Et donc, c'était l'occasion d'adresser des points qui travaillent un peu tout le monde de nouveau, dans un espace de discussion qui est positif et bienveillant. On a aussi l'occasion, pour les différentes générations, de se retrouver. Et ça, je trouve que c'est important aussi. On a mis en place une initiative au niveau du groupe Quintet et qui est déployée dans chacune des entités européennes, du Young. Donc on a Young Quintet, on a Young Pilatco, et où ces générations peuvent quelque part faire de l'émulation entre eux sur ce qu'ils observent avec leur regard générationnel et ce que eux peuvent proposer comme idée. Et je pense qu'on est tous très demandeurs. Enfin, moi, en tout cas, je suis impatiente d'avoir un peu les conclusions de cette génération qui vient nous challenger en tant qu'équipe de direction sur vous avez peut-être toujours fait comme ça, mais pourquoi vous ne faites pas comme ça Et donc... Voilà, je pense que les espaces de discussion bienveillants et les moments de consolidation, c'est important. Génial. Et on a aussi dans les moyens justement de garder les personnes motivées, il y a la politique au sein de l'entreprise. Ça me fait penser, si tu veux, il y a tout ce qui est bonus, mais il y a tout ce qu'on peut faire au quotidien. Quelles sont les initiatives chez Pilatco justement d'aider le manager à aussi avoir d'autres levier de motivation, parce que voilà, comme un manager, par exemple, moi si j'ai un budget, je peux pas tout d'un coup me décider, je vais lui offrir pour le remercier, là je trouve que c'est super ce qu'il a fait, tac, un bonus supplémentaire, ou tiens, je vais lui payer un repas, parce que du coup ça va créer un précédent par rapport à une autre équipe, par rapport à mes autres, et que peut-être même je n'ai pas le budget, du coup je vais me faire taper sur les doigts. Donc on voit bien qu'il faut quand même que ça soit encadré pour que tout le monde ait le droit finalement à la même reconnaissance. Donc quel est, votre cadre qui permet d'apporter cette reconnaissance peut-être tout au long de l'année, sorti juste des bonus annuels suivis d'évolutions? Je pense que plus que de la reconnaissance, c'est vraiment nourrir l'engagement. Et pour ça, je pense que le plus important, c'est d'identifier qu'il y a une variété de leviers qui sont nécessaires pour répondre à la variété des personnalités qui sont dans l'entreprise. Et donc, je pense que il y a beaucoup d'entreprises qui mettent en place un programme avec des massages, etc. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est de se dire, voilà, j'ai une population qui est très diverse, il faut que je permette à chacun de s'y retrouver. Et donc, oui, on a des politiques un petit peu bien-être corporel qui sont accessibles à l'ensemble de nos personnes, mais on sait que ce sont toujours les mêmes qui profitent de cela. Et du coup, on prévoit aussi des activités sportives, on prévoit des activités plutôt avec un angle social ou caritatif, parce que c'est pas le même sens qui est nourrir à une autre valeur. Qui est nourri. On prévoit des programmes de training et de coaching pour les personnes qui veulent faire du développement personnel au niveau de leurs compétences, soit techniques, soit soft skills. On prévoit des projets sur lesquels les gens peuvent s'investir pour avoir plutôt de la visibilité et de l'interaction avec d'autres équipes. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est important, c'est pas de se dire, moi, mon programme d'engagement, il répond à un besoin que j'ai identifié. Il faut
avoir des programmes qui sont suffisamment variés. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que tout le monde participe à tout, parce que sinon, il n'y a plus le temps pour travailler par ailleurs. Mais d'être sûr que le panel des choses qui sont proposées répondent aux besoins de toutes nos sous-populations et qui alors permettent aussi d'avoir des croisements d'intérêts et de partage, quoi. Et je pensais aussi avec le côté... pourquoi je pensais à la reconnaissance ? Je ne sais pas si tu connais G-Thanks chez Google, qui est le programme qui en fait, c'est une plateforme où c'est entre pairs, donc c'est entre collègues, où on va reconnaître les contributions de ses collègues. Et donc, c'est vraiment poussé à envoyer un message de reconnaissance, d'appréciation, qui peut être après lié à des petites primes, mais on ne parle pas monétaire, on est plutôt sur un bon cadeau, ou sur justement, ça va te donner accès au massage que tu n'aurais pas accès sinon, enfin voilà, il devient gratuit. Et ce que j'aime bien ici, c'est que ça... Déjà, on est en train de célébrer les petites victoires et les petites contributions. Et c'est surtout là, on fait de l'entraide entre collègues et pas forcément pour se montrer par rapport à au-dessus. Et ce qui touche, je trouve, pas mal justement cette génération Z, et je pense que toute génération serait bien contente, c'est la reconnaissance immédiate. Et ça a beaucoup plus d'impact que d'attendre. Plus on attend, moins ça a d'impact. Et du coup, et de l'avoir aussi par ses pairs et pas d'attendre que ça soit une autorité. Voilà, ça vient en complémentaire, je trouve. Alors, je dirais que plus qu'une reconnaissance par bon cadeau, parce que c'est pas tout à fait non plus l'angle qu'on a, c'est plus une flexibilité dans la célébration des succès. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est de marquer, et on en parlait justement ce matin lors d'une discussion avec les équipes, à la fin d'un projet, de marquer la fin, un peu comme les petites poupées japonaises, où on fait le cérémonial de remplir le deuxième œil, mais de vraiment se dire, on est fiers de nous, on va passer du temps ensemble, et on va en profiter et marquer le coup. Et je pense que c'est la même chose par rapport à des projets qui ont peut-être demandé un petit peu plus d'investissement en soirée ou des choses comme ça, et qu'on puisse alors compenser ça par un message de reconnaissance et aussi de lever un petit peu le pied pour compenser. Et du coup, vous l'avez concrétisé dans un système structurel, je dirais ? Non. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est... On n'a pas... un catalogue de quand tu as fait 3 soirées clients, tu peux avoir un demi-journée de congé. On est beaucoup plus dans l'appréciation des besoins du moment et d'intégrer ça dans la vie de l'entreprise. Au niveau de l'équipe de direction, on a une vue assez complète sur qui a contribué à quoi. Sur 170 employés, tu sais qui a été actif. Donc on échange beaucoup. On fait aussi des débriefs et des post-mortem sur les différentes initiatives. Et donc on peut dire, voilà, lui, il a vraiment mouillé la chemise. C'est en fait beaucoup plus, je pense, personnalisé qu'un système structurel de comptage de points, quoi. Et qui est, à mon avis, plus adéquat par rapport à notre taille. Ok. Non, mais c'est aussi intéressant de voir que vous prenez du temps, aussi au niveau exécutif, justement, de débriefer sur les grandes initiatives pour aller voir vraiment qui a vraiment contribué et qu'il obtienne la reconnaissance immédiate, quoi. Alors là, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans la partie plus difficile, c'est-à-dire comment on peut garder les équipes motivées quand on est en train de traverser un moment de crise, une réorg, ou tout d'un coup le marché qui est en déclin. Donc je ne sais pas si tu as dû faire face à des moments de crise. Oui, je pense que toute entreprise a ses cycles. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment faire une différence en tant que manager. Est-ce que tu as un exemple précis ? Je pense qu'il y a tous les moments de transformation un peu structurels au niveau d'une entreprise. C'est un moment qui est anxiogène, où il y a une inquiétude par rapport au futur, à sa place personnelle, etc. Et forcément, nous, avec Pilatco, c'est une boîte qui a plus de 150 ans de vie, donc il y a eu des moments de transformation massive. Je parlais de la fusion il y a quelques temps. Et donc, si on revient justement à ce moment de la fusion, toi, tu avais quel poste à ce moment-là ? Alors moi, au moment où on a fusionné, j'étais secrétaire générale, et donc en tant que membre du comité de direction, j'étais responsable de toute une série de matières plutôt régulatoires, donc legal, compliance, risque, etc. Et comment tu as géré justement tes équipes ? Comment tu les as accompagnés pour les garder motivés alors que vous étiez en pleine fusion ? Alors, je pense que c'est un équilibre assez délicat entre la transparence de l'information et le devoir de confidentialité qu'on peut avoir dans certains dossiers. Et c'est ça qui rend le rôle du manager parfois très, très difficile, surtout quand on se veut un manager authentique, d'être porteur d'un projet pour lequel il y a des impacts soit pour ses équipes, soit pour soi-même,
dont on ne peut pas toujours donner toutes les explications et les tenants et aboutissants pour des raisons de confidentialité ou régulatoires ou quoi que ce soit, et dans lesquels on a besoin que chacun continue à se donner à fond pour que ça soit un succès. Donc c'est vraiment un mélange qui est très très compliqué à développer, mais par contre, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on voit qui est bon manager, parce que c'est là qu'on a une différence à jouer. Quand tout va bien, c'est très facile de manager les équipes, ça roule tout seul, et il y a aucune... Bon, tu l'as dit, je suis assez friande de défis et de réussite des défis, et je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on peut se dire, j'ai apporté ma touche d'humanité, d'écoute, de réussite, de structure. Enfin, chacun a un peu son approche à donner à ce genre de situation, avec des dosages différents selon les personnalités. Et je pense que c'est vraiment là qu'on a un succès managérial. Et quels conseils concrets tu donnerais? Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est je me dis, par exemple, imagine, tu arrives dans une entreprise qui va démarrer une crise ou qui est en plein dans la crise, et tu prends une équipe et tu n'as pas encore de relationnel. J'imagine que c'est vraiment quasi impossible parce que tu peux pas jouer sur le fait que tu me connais. Une relation de confiance. Voilà, il n'y a pas une relation de confiance qui dit, bon, bah là, les gars, on est parti sur 6 mois, 1 an, ça va être dur, mais vous me connaissez, ensemble, on va réussir. Et tu peux avoir ce type de discours quand il y a quand même un passif, pas un passif, un passé. Historique, oui. Voilà, un historique. Oui. Par contre, partir d'une page blanche et tout d'un coup devoir relever les manches et dire non, mais vous inquiétez pas. Alors je pense que dans ce cas-là, le plus important, ce sera l'écoute. Je pense qu'il faut alors faire confiance au feedback qui est reçu de la part des équipes et bien plus large de toutes les parties prenantes pour pouvoir rapidement se faire une idée de quels sont les éléments sur lesquels il y a des leviers à tirer. Et je pense que générer l'écoute, ça va être soi-même un défi, parce qu'il n'y a pas encore cette relation de confiance. Mais je pense qu'il faut être vraiment capable d'ouvrir son esprit et d'accueillir les différents messages en prenant toutes les proportions nécessaires sur les différents... Parce qu'il y en a toujours qui vont dire c'est n'importe quoi. Voilà, il faut prendre un peu de distance par rapport à ça. Mais je pense que ça, c'est vraiment l'outil ou le conseil que je donnerais le plus à la personne qui se retrouve dans une situation de devoir gérer le changement alors qu'il n'y a pas cet historique de confiance, c'est d'être à l'écoute. Et peut-être aussi de ne pas s'engager. C'est pas parce que j'ai écouté que je vais pouvoir résoudre. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est de l'écoute active. C'est de mettre très clairement les balises aussi de l'écoute qu'on a. J'avais une responsable HR à l'époque qui me disait tout le temps, pendant que je parlais, je t'écoute, hein. Je ne dis pas oui, mais je t'écoute. Et je trouvais que c'était un petit peu agressif comme façon de cadrer les choses. Mais je comprends son angle de dire, c'est pas parce que tu as toute mon attention sur ce que tu dis que je te donne raison. Et je pense qu'il y a des façons peut-être plus douces de le formuler. Mais je pense que c'est important que ce message passe aussi, de dire je suis là pour écouter ce que tu as exprimé. Et après, je dois tout intégrer, ingérer et alors te proposer un plan, une solution qui peut prendre en compte certains de ces éléments. Quoi. Oui, c'est ça, on ne peut pas faire des miracles. Yes. Écoute, je pense qu'on a fait quand même déjà pas mal le tour. Si on devait résumer finalement un peu la méthode pour motiver durablement, je mettrais en 1, c'est vraiment comprendre ce qui motive individuellement chaque collaborateur. Et on a bien vu à quel point c'est important. Et comme tu viens de le dire, ça passe par l'écoute, d'aller poser la question, qu'est-ce qui te motive dans ton job, être dans cette société. Moi, je mettrais vraiment aussi d'être capable de donner de la reconnaissance immédiate et personnalisée, c'est-à-dire de faire la différence entre juste « Ah, bon job, Candice », mais plutôt de dire « Ah, mais Candice, merci vraiment d'avoir participé au podcast, t'étais claire dans tes messages, ton expérience, je pense, a pu vraiment inspirer les personnes qui nous écoutent. » Là, on est concret sur quoi on veut valoriser la personne. Et ça, je pense que c'est déjà un switch à faire quand on veut donner un message où on reconnaît justement les qualités de quelqu'un. Et équilibrer, comme tu disais, pour vraiment amener de l'engagement, c'est pas forcément le monétaire, mais comment on va aller nourrir les différents sens de la personne à travers son quotidien dans l'entreprise. Et on voit bien qu'il y a une partie de la responsabilité du manager, d'aller, comme tu l'as dit, c'est pas les RH qui vont pouvoir tout savoir ce qui se passe au quotidien. Et je sais que le boulot est de plus en plus difficile pour les managers parce qu'on est de plus en plus en télétravail.
Et du coup, on ne voit pas au quotidien si la personne là, elle est en train de tomber en dépression. Parce que si elle se trouve, elle peut paraître bien les 2 jours où elle vient au travail. Elle est capable de mettre son sourire plaqué sur son visage. Et puis quand elle est à la maison, en fait, elle est en jogging et elle mange du chocolat. Chocolat. Voilà. Bon, je fais un peu de la généralité, mais c'est vrai que c'est de plus en plus dur pour un manager. Avant, c'est vrai que tous les jours, on voyait, donc c'était quand même plus facile de sentir justement les perceptions. Tiens, là, il est un peu en baisse d'énergie. Ou d'avoir un contrôle social. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est perdu aussi avec le télétravail, c'est d'avoir les perceptions des autres. Parce que comme tu dis, on peut mettre un brave face pendant une partie, mais il y a toujours des moments de relâchement et c'est à ce moment-là qu'on peut percevoir potentiellement des difficultés qui transparaissent. Et moi, j'encourage toujours les personnes aussi d'observer autour d'eux et de pouvoir dire « Ah, je sens que dans cette équipe-là, c'est un peu difficile. » Et c'est pas une question de racuspoter, comme on dit en Belgique, mais c'est plus une question d'avoir aussi un baromètre interne, mais par rapport à l'extérieur et de voir un peu ce qui vit par ailleurs. Ouais. Et est-ce que tu vois une dernière règle d'or ou un dernier conseil justement pour motiver après tout ce que je viens de dire? Pour revenir sur l'écoute, je pense que c'est écouter les autres, mais écoutez-vous aussi. Et je pense que ça, c'est aussi une grande règle d'or. C'est d'avoir ce baromètre intérieur qui est suffisamment affûté pour pouvoir trouver le meilleur moment où on peut avoir le maximum d'impact en tant que manager. Ouais. Et là, je viens de me dire, mais effectivement, on est 3 pour la motivation. Il y a l'entreprise, on va dire, qui va donner le cadre, il y a le manager. Mais en même temps, est-ce que moi, je me suis mis dans un poste que j'aime vraiment? Exactement. Parce qu'on ne peut pas forcer les autres à nous motiver sur quelque chose qui n'a aucun sens réel pour nous. Exactement. Et là, ça devient notre responsabilité. C'est vrai qu'on a aussi une part de responsabilité d'être motivé. Ouais. Et d'avoir le courage de dire, bon, bah, là, il faut changer, mais ce n'est pas de la responsabilité ni du manager, ni de l'entreprise. Alors oui, comme tu dis, tu as beaucoup de conversations avec des personnes qui sont en train de se dire tiens, où est-ce que j'évolue, etc. Mais il faut que ça vienne d'abord de l'employé qui se dit tiens, là en fait, ça va pas du tout là où je suis. Et qui lui, elle est seule à avoir la vue globale sur tous ces autres éléments au-delà du professionnel qui peuvent avoir un impact sur cette réflexion. Quoi. Donc, écoute Candice, un grand merci pour cette conversation passionnante. Merci à toi. Et alors avant de vous quitter, je vous lance un défi. Donc d'observer autour de vous. Allez regarder quels sont les moteurs de motivation de vos collègues ou de votre équipe. 2, de poser la question à au moins un de vos collaborateurs, juste qu'est-ce qui te motive vraiment dans ton travail? Et vous pourriez être très surprise de la réponse. Et 3, prenez un moment pour reconnaître quelqu'un qui a contribué et que vous êtes fier de son travail, parce qu'on estime souvent l'impact que ça peut avoir juste d'un simple feedback positif. Et faites-le évidemment, comme je l'ai fait avec Candice, pas juste « good job », mais pourquoi vous trouvez que sa contribution, elle est bonne. Donc voilà, allez faire ces défis, parce que c'est que dans l'action qu'on change. C'est pas juste en continuant à écouter les podcasts, c'est bien, mais passez à l'action. Et Candice, encore merci pour ton partage d'expérience, tes conseils précieux. Mais merci beaucoup pour l'invitation, c'était vraiment un moment très agréable. Et pour mes auditrices, on se retrouve dans 2 semaines avec une autre leaduse inspirante. Merci d'avoir écouté Together Women Rise. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager avec vos amis. Votre avis compte pour moi. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos idées de sujets ou de futurs invités. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, plutôt que de rivaliser, soutenez les femmes autour de vous.